Gadal 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, Gaza sous les bombardements sionistes. 3 mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les raids s'intensifient. 3 Palestiniens sont tombés en martyrs ce samedi. Violence en Syrie, l'armée reprend le contrôle du quartier de Sheikh Maqsoud à Alep et annonce l'arrestation de plusieurs membres des FDS. Les dirigeants de 17 compagnies pétrolières reçues par Donald Trump, objectif, encourager les entreprises à investir massivement au Venezuela. Et puis mort d'une femme de 37 ans tuée par un agent de la police de l'immigration à Minneapolis. Des milliers d'Américains manifestent contre le ICE. Crise politique en France, le gouvernement menace d'organiser des élections législatives anticipées en mars prochain. Bonsoir à toutes et à tous. Les Palestiniens de Gaza se réveillent une nouvelle fois sous les bombardements sionistes. 3 citoyens sont tombés en martyrs ce samedi et d'autres ont été grièvement blessés dans des raids ayant ciblé différentes zones de la bande, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Trois mois sont donc passés depuis l'entrée en vigueur d'un présumé accord de cessez-le-feu à Gaza. Néanmoins, les raids d'agression sionistes ne cessent de s'intensifier. Pas un jour n'est passé sans que les civils ne soient ciblés. Madame Zenzitouni. Il y a très exactement 3 mois que Palestiniens et sionistes se mettaient d'accord pour une trêve à Gaza. Un cessez-le-feu négocié par des représentants des États-Unis contenant plusieurs phases. Tout d'abord un cessez-le-feu, puis le retrait des forces sionistes de la bande de Gaza, ensuite la reconstruction de l'enclave et l'ouverture des points de passage, la facilitation du déplacement des personnes et du transport de marchandises. Mais en dépit de cet accord, la bande de Gaza a été bombardée à plusieurs reprises et continue à être pillonnée. Plus de 400 Gazaouis ont été assassinés par l'entité sioniste depuis le 10 octobre dernier. La première phase du plan prévoyant un cessez-le-feu de 6 semaines au cours desquelles les forces sionistes se retireraient de toutes les zones peuplées du territoire palestinien. En attendant un cessez-le-feu permanent, l'accord est encore une fois violé. Pas plus loin que ce matin, les forces d'occupation stationnées dans les zones orientales de la ville de Gaza ont ouvert le feu avec leurs mitrailleuses à l'est du quartier d'Atoufah au moment où l'hélicoptère de l'armée d'occupation tirait à l'est de Jabalia au nord. À l'est de la ville de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, des avions de combat sionistes ont bombardé une maison et des véhicules de l'occupant ont également repris leurs tirs au nord et à l'ouest de la ville de Rafah et à l'est de Khan Younes dans le sud de l'enclave. Depuis le début du génocide sioniste sur la bande de Gaza en octobre 2023, il s'agit de la 3e tentative de trêve après celle de novembre 2023 et janvier 2025. Une nouvelle trêve illusoire qui empêche les Palestiniens de se reconstruire physiquement et émotionnellement dans un silence généralisé. Le mouvement de résistance palestinien Hamas s'est dit prêt à se retirer complètement de la scène gouvernementale dans la bande de Gaza et à s'engager de manière positive et constructive dans la 2e phase du plan visant à mettre fin à l'agression génocidaire sioniste dans l'enclave. Des déclarations faites vendredi par Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas. Ce dernier a accusé Benyamin Netanyahou de ne pas avoir respecté ses engagements et d'aggraver la situation, soulignant que les frappes sionistes ont fait des centaines de victimes depuis l'annonce du cessez-le-feu. L'hiver de plus en plus rude pour les Gazaouis. De forts vents ont balayé la région de Deir el-Balah dans le centre de la bande, sifflant au-dessus des fragiles tentes de fortune que les Palestiniens avaient mis trop de temps à fixer solidement au sol, mais en vain.
Je vis avec ma femme, mes 3 filles et mon fils dans la même tente. Elle s'est effondrée lors de la dernière tempête et mes amis ont pu m'en procurer une autre. Mais comme vous pouvez le constater, la situation est très difficile. La situation des gens est catastrophique. Tout est au bord de l'effondrement. C'est une situation terriblement pénible. Nous souffrons ici. Ceux qui voient nos tentes pensent que nous menons une vie confortable. Mais la réalité à l'intérieur est tout autre. La tente ne nous protège pas, même pas d'une goutte de pluie. Cette tente que vous voyez, elle ne nous protège pas du tout. On en parlait tout à l'heure en titre en Syrie. L'armée a ratissé ce samedi le quartier de Cheikh Marsoud à Alep, signalant qu'elle avait pris le contrôle de la zone aux combattants des forces démocratiques syriennes par la force. Après qu'un cessez-le-feu temporaire n'ait pas réussi à mettre fin à plusieurs jours de combats meurtriers. L'armée a par ailleurs annoncé l'arrestation de plusieurs membres des FDS et la saisie d'armes lourdes et moyennes, ainsi qu'une importante quantité de munitions. Et des centaines de civils ont dû fuir le quartier d'Alep de Cheikh Marsoud vendredi, craignant une reprise des combats entre les forces gouvernementales syriennes et les FDS. À noter que plus de 140 000 Syriens ont fui leur foyer depuis 2011. Nous voulons la paix, nous sommes épuisés, nous mourons chaque jour. Ces derniers temps, nous souhaitons même la mort. Nous dormons dans la peur, nous mangeons dans la peur. Nous sommes sortis avec l'aide de Dieu et de la Sûreté générale. Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a accusé le Conseil de sécurité et les États-Unis d'avoir transformé des manifestations pacifiques en violences et sabotages généralisés dans son pays, dénonçant vendredi dans son discours les pratiques déstabilisatrices de Washington et de l'entité sioniste qui, selon lui, je cite, bafoue la Charte des Nations Unies, affirmant que le peuple iranien déjouerait tout complot. On ouvre à présent notre dossier vénézuélien. Les dirigeants de 17 compagnies pétrolières ont été reçus vendredi par le président américain Donald Trump. Objectif, encourager ces entreprises à investir massivement au Venezuela, alors que la Maison-Blanche cherche à obtenir rapidement 100 milliards de dollars d'investissement pour relancer la capacité du pays à exploiter pleinement ses vastes réserves de pétrole. Sohila Kilal. Après les missiles et l'usage de la force, l'heure est désormais aux affaires, et pas des moindres. Brandissant la carte du retour de la sécurité, Donald Trump a assuré que le Venezuela était ouvert aux affaires, une invitation presque pressante adressée aux dirigeants pétroliers à investir massivement au Venezuela et renouer avec le secteur énergétique du pays. Maintenant, la sécurité est totale. Les entreprises américaines auront l'opportunité de reconstruire l'infrastructure énergétique vétuste du Venezuela et à terme d'augmenter la production pétrolière à des niveaux jamais atteints auparavant. Si l'on additionne les ressources du Venezuela et des États-Unis, nous détenons 55% du pétrole mondial. Trump a assuré que les États-Unis apporteraient leur soutien à tout investissement en précisant que les gérants pétroliers devront dépenser au moins 100 milliards de dollars de leur propre argent et non de l'argent du gouvernement pour relancer la capacité du pays à exploiter pleinement ses vastes réserves de pétrole. Le Venezuela a besoin d'argent et nous allons faire en sorte qu'ils en reçoivent, que nous en recevions aussi et que les compagnies pétrolières soient rentables pour leur travail et qu'elles récupèrent leurs investissements. Nous sommes ouverts aux affaires. La Chine, la Russie et tous les autres pays sont prêts à s'approvisionner et nous serons ouverts aux affaires presque immédiatement. Même si le vice-président de Chevron, seule grande compagnie pétrolière américaine encore présente au Venezuela, a assuré qu'il restait déterminé à investir dans le pays. Le reste des grandes compagnies pétrolières américaines se sont jusqu'à présent abstenues de confirmer leur investissement au Venezuela dans l'attente de la mise en place de contrats et de garanties.
For more than a century, Chevron has been a part of Venezuela's past. Depuis plus d'un siècle, Chevron fait partie intégrante du passé du Venezuela. Nous sommes pleinement engagés dans son présent. Cela fait près de 20 ans que nous n'avons pas été présents au Venezuela. Il est absolument crucial de mettre en place une équipe technique pour évaluer l'état actuel du secteur et des actifs. L'administration Trump est déterminée à contrôler indéfiniment les ventes et les revenus pétroliers du Venezuela afin de garantir que le pays agisse dans l'intérêt des États-Unis. Dans la rue, les Vénézuéliens ont exprimé leur colère et leur inquiétude face aux récentes frappes militaires américaines contre leur pays. Vivant dans la peur, ils condamnent vivement l'opération militaire américaine. L'endroit tout entier tremblait violemment. Les hélicoptères tournaient en rang au-dessus de nos têtes, effectuant des allers-retours fulgurants. On pouvait voir de petites boules de feu tomber du ciel et s'embraser instantanément au contact du sol. Des bombes pleuvaient de partout. Bientôt, la colline et l'horizon tout entier furent embrasés d'un rouge et d'un orange flamboyant. Ce qui s'est passé m'a plongé dans une profonde angoisse. Je ne dors plus aussi bien qu'avant. Je suis devenu hyper vigilant, me réveillant systématiquement à 2 heures du matin et restant éveillé le reste de la nuit. J'ai le sentiment que l'attaque m'a profondément traumatisé. Les États-Unis n'ont aucun respect pour nous. Ils ne respectent aucune règle. Ils s'introduisent chez nous comme des intrus et des terroristes envahissant notre pays. Ils veulent notre pétrole, ils veulent nos richesses. De nombreuses personnalités politiques italiennes ont également fermement condamné l'intervention militaire américaine au Venezuela, affirmant que les États-Unis, motivés par leur désir de s'emparer des ressources pétrolières du pays, ont violé le droit international. On écoute. Une grande puissance comme les États-Unis a violé à maintes reprises le droit international. Ce n'est ni la première fois ni la dernière. L'action des États-Unis est extrêmement flagrante, extrêmement choquante. Nous nous y sommes habitués. Les États-Unis peuvent kidnapper, tuer, envahir et piller les ressources d'autres pays. De quel droit? Le droit des puissants, le droit des gangsters, c'est précisément le problème auquel le monde est confronté aujourd'hui. Nous devons bâtir un nouveau système international, un système où de tels actes ne seront plus tolérés et où leurs auteurs devront en répondre lourdement. Cet incident constitue un crime international sans précédent, une agression armée contre un État souverain ayant entraîné la mort de plus de 100 personnes. La prise de contrôle par la force d'un chef d'État en exercice viole au moins 30 lois internationales, dont la Charte des Nations Unies et d'autres lois internationales coutumières. L'objectif de Donald Trump n'est pas de lutter contre le trafic de drogue. Ce n'est qu'un prétexte. Le véritable objectif des États-Unis est de s'emparer des ressources du Venezuela. Les États-Unis ne représentent pas l'ensemble du continent américain et ne sont pas les seuls acteurs sur la scène internationale. En fin de compte, c'est l'unilatéralisme mené par les États-Unis qui défie le multilatéralisme. Autre actualité, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Minneapolis à quelques pâtés de maison de l'endroit où un agent de la police de l'immigration américaine a tué Renée Nicole Goode, une mère de 3 enfants de 37 ans, mercredi. Brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « ICE dehors » et scandant « Pas de justice, pas de paix », les manifestants ont défilé sur plusieurs pâtés de maison sous une pluie verglaçante. Eh bien, en ce moment, je ressens de la colère, une immense tristesse et une profonde frustration envers le gouvernement fédéral qui autorise et encourage les agissements de l'ICE, lesquels ont conduit à ces événements tragiques. Être entouré de ma communauté m'aide et je pense que cela nous donne aussi de l'énergie, car nous pouvons faire notre deuil ensemble et nous organiser collectivement contre le gouvernement fédéral. Toute communauté est ici parce que l'ICE est là et qu'il sème la mort dans notre État, notre pays, notre nation. Et nous voulons que l'ICE parte.
On se croirait dans un pays du tiers-monde. J'ai honte pour le président que nous avons élu. L'ICE a le droit de travailler, mais pas de harceler les gens, pas d'intimider les communautés. Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les États-Unis devaient posséder le Groenland pour empêcher la Russie ou la Chine de l'occuper à l'avenir. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, Donald Trump a déclaré son intention de récupérer l'île, je cite, qu'il le veuille ou non. On écoute. Je voudrais conclure un accord, vous savez, à l'amiable. Mais si nous n'y parvenons pas, nous devrons opter pour la voie difficile. Je suis un homme, et d'ailleurs je suis un admirateur du Danemark, je dois vous le dire, ils ont toujours été très gentils avec moi. Je suis un grand admirateur, mais le fait qu'un de leurs bateaux ait accosté là-bas il y a 5 siècles ne signifie pas qu'ils possèdent le territoire. Je suis sûr que de nombreux bateaux y sont allés aussi, mais nous en avons besoin, car si vous regardez autour du Groenland, en ce moment il y a des destroyers russes et chinois, et plus gros encore, des sous-marins russes partout. Nous n'allons pas laisser la Russie ou la Chine occuper le Groenland, et c'est pourtant ce qu'ils feront si nous ne le faisons pas. Nous allons donc agir concernant le Groenland, que ce soit à l'amiable ou par la voie difficile. Affaire à suivre. Le Conseil européen a approuvé vendredi la signature de l'accord commercial de libre-échange entre l'Union européenne et le bloc Mercosur qui doit avoir lieu le 17 janvier prochain. Dans un texte diffusé sur X, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dit avoir hâte de signer cet accord historique, ajoutant qu'elle se rendra bientôt au Paraguay pour une signature. Cet accord renforce le multilatéralisme. Il renforce les échanges commerciaux entre les deux blocs, les 5 pays du Mercosur et les 27 de l'Union européenne. Des échanges régis par des règles. Il consolide et stimule les investissements. Nous devrions donc observer une augmentation des investissements européens dans la région du Mercosur et au Brésil. Une situation gagnant-gagnant, des produits moins chers et de meilleure qualité, là où la compétitivité est la plus forte. Les ventes augmentent, nous sommes plus compétitifs dans d'autres secteurs. Voilà, on vient d'écouter le vice-président brésilien Geraldo Alckmin qui a salué cet accord, le qualifiant de gagnant-gagnant pour les deux parties. Dans le reste de l'actualité en Tunisie, le président Kais Saied a déclaré que son pays avait subi une dévastation considérable dans de nombreux secteurs économiques, un fait mis en lumière par les rapports de la Cour des comptes. Lors de sa rencontre avec Fadela Gargouri, première vice-présidente de la Cour des comptes, Kais Saied a affirmé que les chiffres du rapport d'audit annuel reflétaient la destruction systématique que subit le pays, insistant sur la nécessité d'engager des poursuites judiciaires contre cette corruption qui gangrène l'État à tous les niveaux. Le président tunisien a également révélé que le rapport d'audit annuel faisait état de pertes d'environ 1,07 milliard de dinars tunisiens répartis dans 11 institutions publiques, précisant que Tunisair à elle seule avait enregistré des pertes supérieures à 316 millions de dinars. Parmi les causes de ces irrégularités figure selon Kais Saied le versement de salaires, de primes et d'indemnités sans justification légale, conjugués à des mécanismes de contrôle et de surveillance insuffisants. Conflit au Soudan, le président du Conseil souverain du pays, Abdel Fattah al-Burhan, a promis à son peuple une victoire imminente sur les forces de soutien rapide. Lors d'un discours prononcé vendredi à l'occasion d'une visite à la mosquée, Sheikh Hassaim Dima Omdurman, al-Burhan a déclaré que les FSR avaient causé du tort à l'ensemble du peuple soudanais. Il s'est engagé à réparer les injustices subies par les citoyens, à rétablir leurs droits face aux rebelles et à les éliminer rapidement. Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a réaffirmé vendredi que le gouvernement fédéral somalien déployait des efforts diplomatiques et juridiques soutenus pour faire face aux ingérences étrangères et aux actes hostiles menés par l'entité sioniste contre l'unité et l'indépendance du pays, indiquant dans un discours que son pays œuvre en coordination avec ses alliés internationaux à empêcher toute atteinte à l'unité de la Somalie et à l'intégrité de son territoire.
Coopération militaire, les navires des forces marines de la Chine, la Russie et l'Iran sont arrivés vendredi au large des côtes sud-africaines pour des exercices navals conjoints dans le cadre de l'initiative Exercise Will for Peace 2026, une initiative que l'Afrique du Sud a décrite comme renforçant la coopération maritime des BRICS+. L'exercice Will for Peace 2026 est bien plus qu'un engagement militaire. Il témoigne de notre volonté collective de travailler ensemble sous le thème Action conjointe pour garantir la sécurité de la navigation et des activités économiques maritimes. Dans un environnement maritime de plus en plus complexe, une telle coopération n'est pas une option, elle est essentielle. Et la France s'enfonce dans une nouvelle zone de turbulence politique. Selon des sources de l'exécutif, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé au ministre de l'Intérieur de se préparer à d'éventuelles élections législatives anticipées dès le mois de mars, aux mêmes dates que les municipales. Les détails, Maria Chouillard. Face au blocage persistant autour du budget 2026, le gouvernement agite la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a demandé au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, de se préparer à l'organisation d'éventuelles élections législatives aux mêmes dates que les élections municipales, à savoir les 15 et 22 mars prochains. Cette hypothèse intervient alors que l'exécutif fait face à 2 motions de censure, portées par le Rassemblement national et la France insoumise, notamment en raison des tensions à l'intérieur de l'Union européenne liées à l'accord de libre-échange négocié depuis plus de 25 ans avec le Mercosur. Pour nous, le vote populaire, c'est pas une menace. Après, il faut accepter d'être démocrate, c'est-à-dire que si on réfléchit aux élections seulement en se demandant si on va les gagner, c'est pas la peine de dire qu'on est démocrate. Démocratie, vous acceptez le vote populaire, voilà. Moi, j'ai rien d'autre à lui dire que ça, vas-y, chiche, fais le bonhomme pour voir. Il restera 0 macroniste, d'accord? On sera obligé, nous, de demander à quelqu'un s'il veut pas faire semblant. Je blague, mais c'est pour vous dire... ils vont pas... Mais s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent. Nous n'avons pas peur de l'élection. Dans une publication sur le réseau X, Lecornu a durci le ton à l'égard des formations politiques d'opposition, accusant les partis d'opposition de l'extrême droite comme de la gauche d'entraver les débats sur le budget du pays pour l'année en cours, en raison de ce qu'il a appelé un agenda électoral s'engageant à faire adopter le budget au plus tard ce mois de janvier. Seule mission est évidemment de surpasser, de dépasser cette crise politique. Une course contre la montre s'engage donc pour l'exécutif, alors que plane la menace d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale et d'un retour anticipé aux urnes. Conflit en Ukraine, la Russie a déclaré vendredi que ses forces avaient pris le contrôle de 5 nouvelles localités. Le ministère russe de la Défense a par ailleurs indiqué que ses forces avaient lancé une frappe massive et 4 frappes groupées et coordonnées contre l'Ukraine au cours de la semaine écoulée. De son côté, Kiev a annoncé avoir intercepté plusieurs missiles russes au cours des dernières 24 heures. Sport football, quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. Fin de course pour l'Algérie qui s'est inclinée ce samedi face au Nigeria 2-0 lors d'un match particulièrement difficile, annonçant ainsi la fin d'un parcours honorable marqué par une série de victoires pour les Verts. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.